Bonjour à tous, je suis Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin, et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir à côté de moi deux cofondateurs du cabinet d'avocats Orwell, donc Alexandre et William. Est-ce que vous me feriez, c'est à l'occasion de Surfing Bitcoin on peut voir l'affiche derrière, donc on va parler de Bitcoin, de crypto-monnaie, de fiscalité, de droit français, de régulation, et vous allez essayer d'accompagner tous nos auditeurs dans ce parcours chaotique parfois. Merci pour l'invitation, Benoît, en tout cas. Et est-ce que vous vous présenteriez en quelques mots, William? Donc, William O'Rourke, je suis avocat, l'un des cofondateurs avec Alexandre du cabinet Orwell Avocat, et qui est un cabinet spécialisé dans les cryptos. On est un cabinet d'avocats français. Et moi, je m'occupe en particulier de tous les sujets, on va dire, réglementaires. Donc, c'est beaucoup de réglementation financière et bancaire, et notamment auprès des acteurs des PSAN et des acteurs crypto-financiers. Merci. Et moi, Alexandre Lorimier, du coup, et je m'occupe plus particulièrement des enjeux fiscaux pour les sociétés et pour les particuliers. Donc, je les aide à y voir plus clair, à sécuriser leur situation et à essayer de l'optimiser dans la mesure du possible. Alors, c'est pas un live, on n'a pas en direct les questions du public, mais je suis sûr qu'il y a quand même des tas de questions que les gens se posent, auxquelles vous avez l'habitude de répondre tous deux. Donc, William, je vais commencer avec toi. Donc, tu as dit que tu étais spécialiste sur régulatory, je suppose que c'est régulation Ouais, exactement. en français. Ça s'adresse donc plus particulièrement, je pense, aux entreprises, c'est-à-dire qui naviguent dans l'écosystème crypto. Ça va être Principalement. Alors après, c'est un choix aussi du cabinet. Moi, je suis côté entreprise, mais il y a aussi des clients de ces entreprises-là peuvent également avoir des sujets réglementaires. Ok. Mais voilà, après, c'est aussi un positionnement en tant qu'avocat. Tu peux pas attaquer des entreprises et défendre des entreprises en même temps. Il faut choisir un peu ton camp, quoi. Ok, donc là, c'est accompagner les entreprises dans le contexte juridique français, lié aux Exactement. crypto-monnaies. Après, on parlera aussi de ce que ça implique pour les clients de ces entreprises-là, évidemment. Mais ça serait plus la branche contentieux. Vous avez aussi une branche contentieux? On a aussi une branche contentieux, on va en parler. Oui. Alors, moi, la question s'adresse à toi, William. C'est quelles sont les principales lois à connaître donc, dans le paysage français européen? Donc, je pense à MiCA, tu m'as parlé de la loi influenceur, Jonum aussi, que tu m'avais cité. Exactement. Est-ce que tu me récapitulerais ces différentes lois? Bien et sûr. leur incidence en quelques mots, sachant que c'est des pages de législation. Donc. Ouais, des pages et des pages. Mais non, mais en fait, déjà, voilà, la première chose à dire, c'est qu'il y a de plus en plus de lois, évidemment. Il y a un certain nombre de nouvelles lois. Il y a un ensemble de réglementations qui est assez connu dans la crypto, puisque ça concerne notamment les PSAN, donc les prestataires de services sur actifs numériques, c'est-à-dire les acteurs qui permettent par exemple d'acheter du Bitcoin, de le vendre ou de le conserver. Les crypto-banques, quoi, pour le dire avec un mot un peu trivial. Et donc toute cette réglementation-là, c'est une réglementation financière. L'objectif, je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas forcément très intéressant, l'objectif c'est protéger les épargnants, assurer on va dire la sécurité du système financier, alors là en l'occurrence du système crypto-financier, et il y a aussi des objectifs de lutte contre le blanchiment, donc empêcher que ces acteurs-là puissent servir à blanchir des fonds ou à financer du terrorisme. Voilà. Après, tout ça a plein de conséquences et plein d'implications, et il y a plein de critiques qu'on pourrait faire, etc. Ça, c'est vraiment tout un premier corpus. Ça, c'est en place. Ça, c'est en place en France aujourd'hui avec le PSAN, et ça va être mis au niveau européen avec MiCA, qui on va dire le PSAN européen. L'avantage, c'est qu'il va y avoir une loi pour toute l'Union européenne. Donc, par exemple, un acteur français pourra fournir ses services sans aucune barrière sur toute l'Union européenne. Et à l'inverse, un acteur letton ou polonais ou espagnol pourra lui aussi fournir ses services en France. Donc ça va avoir des conséquences assez importantes. Pour les gens, pour les clients, ce que ça va changer, c'est que ça va accroître la concurrence au sein du marché européen. Okay. Puisqu'en fait, aujourd'hui, un service polonais qui veut offrir ses services en France, il doit faire une démarche franco-française. Et évidemment, c'est compliqué, il faut des gens un peu sur place, etc. Donc ça crée beaucoup de friction. Demain, il y aura beaucoup plus de concurrence entre les acteurs qui seront agréés MiCA. Ok. Qu'est-ce que va changer MiCA de supplémentaire par rapport aux acteurs qui sont PSAN? Et ensuite, le distinguo enregistrement-agrément. Bien sûr. Alors, enregistrement-agrément, ça c'est la situation actuelle en fait. Oui. Il y a un enregistrement, on va dire, qui est light. J'aime pas ce terme parce qu'en fait, il n'est pas du tout light quand on le fait, mais on va dire que... Oui, c'est bien la première personne qui... Voilà, il est allégé par rapport à l'agrément. En fait, l'enregistrement, c'est un peu c'est quelque chose qui est obligatoire pour pouvoir fournir ses services en France. C'est principalement de la lutte contre le blanchiment, et aujourd'hui, il y a des nouvelles obligations qui se sont ajoutées récemment. Et l'agrément, par contre, c'est vraiment on va dire, toutes les exigences
qu'on demande à un intermédiaire financier traditionnel. Exemple, une plateforme d'échange qui veut obtenir l'agrément en France, elle doit mettre en place des mesures de prévention de ce qu'on appelle les abus de marché. Wash trading, fake volume, délit d'initié, etc. On ne peut plus rien faire. Donc voilà, non mais donc c'est quelque chose qui a des conséquences importantes parce que c'est aussi un gage évidemment de confiance pour les utilisateurs. Après tout ça, il y a un débat en fait un peu méta, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de réglementer trop vite? Est-ce que la crypto, c'est le secteur qui aurait été réglementé le plus rapidement? Il n'y avait aucune réglementation il y a 5 ou 6 ans. Parce qu'il irrite. Voilà, et aujourd'hui, on fait peser sur la crypto les mêmes obligations qu'on fait peser sur les banques ou les intermédiaires financiers, etc., les PSI, enfin je ne rentre pas dans le jargon. Mais voilà, c'est quelque chose qui est réglementé très rapidement. Après, ça a pas mal d'implications. Par exemple, avec Mika, un des objectifs de Mika, moi c'est un peu ce que j'appelle la 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où on élargit au sein de toute l'Union européenne. On va dire, ça, c'est plutôt le côté sympa. Voilà, c'est, on va dire, la dimension territoriale. Il y a une dimension en termes du nombre de services qui vont être couverts par la réglementation. Il va augmenter. En fait, voilà, tous les gens, ça dépend de quel point de vue on se place, mais tous les gens qui vont fournir des services, par exemple aujourd'hui... Qui n'y est pas astreint actuellement et le deviendrait? L'exemple type, c'est le conseil d'investissement. Aujourd'hui... Alors oui. Moi, tu sais que je n'ai jamais recommandé à qui que ce soit de ne pas acheter de crypto-monnaie. Parce que tu es sage. Oui, tu es une sage personne. Comme ta barbe le laisse supposer. Ok. Mais aujourd'hui, techniquement, c'est possible de faire du conseil d'investissement sur actifs numériques sans aucun cadre réglementaire particulier. Ce qui me choque pas, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est récent. Le soir au coin d'un verre. Je parle de manière commerciale et rémunérée. Demain, avec Mika, il y aura évidemment des agréments. Alors évidemment, tous les agréments ne sont pas les mêmes et ils sont adaptés à la taille du service et aux risques qui sont associés au service. Mais demain, le conseil d'investissement, ce sera quelque chose qui sera réglementé par Mika. Okay. L'objectif de Mika, c'est que toute la chaîne soit réglementée. Okay. Le conseil d'investissement, les plateformes, enfin les brokers, c'est-à-dire les personnes qui, par exemple comme Stackinsat, permettent d'acheter du Bitcoin. Et derrière, des plateformes comme Kraken, Binance, etc., où se forme le prix de marché, sont elles aussi encadrées par la réglementation. Mais là, elles le sont déjà avec le PSAN, un minimum. Elles le sont, mais pas pour tout. Okay. Pas pour tout. Les abus de marché, par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas... mais alors, après, moi... à titre personnel, je fais partie de l'école qui pense que les lois inutiles nuisent au nécessaire. N'y a-t-il pas un cadre réglementaire général qui permettait déjà de sanctionner un abus de marché? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, par exemple, tu travailles dans une boîte, tu travailles chez un acteur on te crypto. Dit merci, bravo. Non, on ne te dit rien, mais si tu as accès à des informations privilégiées que tu les utilises pour trader contre tes clients, par exemple, ce n'est pas un délit boursier. Puisqu'en fait, on n'est pas dans le cadre boursier. Non, mais ça, c'est une veille sérieuse. Ça demande de faire ses propres recherches. Ok. Ouais. Parce que souvent, moi, je me disais, tu vois, sur le cadre réglementaire spécifique qui aurait été pour les ICO ou des choses comme ça, l'escroquerie est déjà dans le Code civil depuis des centaines d'années. Elle est définie. Bien sûr. Ne pouvait-on pas l'appliquer Alors, un texte générique plutôt que d'en avoir un spécifique? Bien sûr, et ça c'est un débat, et en fait en réalité il y a le même débat avec les influenceurs, Ce matin il y a eu une table ronde là-dessus, c'est qu'en fait il y a aussi un truc, c'est que quand tu ne désignes pas un régulateur spécifique comme l'AMF, l'autorité des marchés financiers par exemple, en fait tu te retrouves avec un peu le système commun. Mais est-il si mauvais que ça? Il ne fonctionne pas très bien. Ah ouais, ok. Et puis il y a des infractions typiquement qui sont dures à faire entrer dans des délits généraux comme l'escroquerie. Le fait d'utiliser une information privilégiée pour s'enrichir, c'est compliqué de le faire entrer dans une infraction d'escroquerie. Et c'est pour ça qu'il y a cette infraction spécifique. Et même quand ça peut rentrer, on l'a vu avec le délit d'initié d'un salarié d'OpenSea, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il a été condamné, je crois, à 3 mois de prison avec sursis sur la base d'un délit un peu général. Et c'était assez compliqué en termes de procédure de le faire entrer dans ce délit. Ok, donc il peut y avoir des champs où il y avait des manquements. Voilà, c'est ça, où il y a quand même des vides. Après, nous, en tant que juristes, on est totalement d'accord avec toi. Enfin, faut pas surlégiférer. Et ça sert à rien de faire une loi si on a déjà un cadre. Et justement, par rapport à Mika, il y avait un objectif de simplification ou pas, ou d'harmonisation? Alors, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que oui, il y avait un objectif de simplification parce que, en fait, en réalité, il y a toujours la même chose. Il va y avoir un texte pour 26 pays. Donc là-dessus, tu simplifies. Okay. Après, le texte en tant que tel, oui, il est touffu. Il fait 450 pages, quoi. Enfin, il fait 350 avec la nouvelle mise en page. Mais là, je te parle vraiment de mise en page. Et c'est un texte, ce qu'on appelle de niveau 1, c'est-à-dire qu'après, il y a une cascade de textes d'application. Exactement. Layer 1, Layer 2, Layer 3, Layer 4.
Et en fait, si tu veux, évidemment que ce sera pas. Enfin, je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup de clarté réglementaire en Europe si tu compares par exemple avec les États-Unis ou même avec d'autres pays plus proches de nous. Je pense à l'Angleterre ou etc. Mais on va pas se mentir, c'est-à-dire que ça reste de la réglementation européenne. C'est pas simplissime, quoi. Oui, oui, oui. Bon, ben, votre métier a beaux jours devant lui. Disons qu'il y aura toujours besoin d'experts pour nous aider à naviguer. Moi, ça me terrifie. Il y en a tout toujours cas. besoin d'experts. Ah. De toute façon. Même quand le texte est très simple, hein. Oui, 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 oui. C'est pas... Mais bon, disons qu'on comprend ce qu'il raconte dans ce cas-là. Écoute, moi, c'est très clair. Attends, si j'avais des échéances en termes de date, donc Mika, par exemple, il y a une timeline? Mika, en fait, le texte a été adopté. Oui. Il y a une période, on va dire, de stand-by de 18 mois, Oh, donc jusqu'à fin 2024, ok. d'accord? Donc dans un an et demi, parce que le texte a été adopté il y a quelques mois déjà. Cette période-là va servir à préparer justement l'entrée en application du texte. Ok. Donc fin 2024, décembre 2024, le texte va s'appliquer, d'accord? Donc Oui. là, à partir de là, il faudra par exemple être agréé Mika si on veut lancer un projet. Et Mika va être vraiment appliqué par les régulateurs et normalement par tout le monde. En revanche, pour les acteurs qui sont déjà régulés aujourd'hui, Oui. les PSAN, Oui. les 80 PSAN français, eux, ils vont avoir 18 mois supplémentaires. Ah, Ça, c'est un avantage de la réglementation européenne. C'est que le législateur européen est moins pressé que le législateur français. ok. Il a peut-être moins peur. Après, il y a des Moins questions de méchant. marché aussi. Pas méchant, mais il y a aussi un marché, c'est que la France est un gros marché en Europe, et donc le régulateur français, il a tendance à vouloir avancer vite. Et là, il a été, au contraire, un petit peu ralenti. Bon, après, je dis ça, il y a quand même le niveau monte quand même en France plus vite qu'ailleurs. Mais ça, c'est un avantage, c'est qu'il y a quand même du temps. Ok. Ok. Ben, c'est très clair. Est-ce que, en dehors de Mika, est-ce que tu penses à d'autres cadres réglementaires naissants ou, tu as dit la loi influenceur, elle est intégrée à Mika ou, Non, c'est autre chose parce qu'elle pèse sur les influenceurs qui ne sont pas régulés. Oui, Mais en réalité, tout ça va se chevaucher. oui, C'est-à-dire que quand Mika va entrer en vigueur, parce que Mika, tiens, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui dans la réglementation, c'est la communication sur des services crypto. oui. Aujourd'hui, tu as globalement peu de règles. Oui. Et je pense que Oui, tu oui, le sais, tu le sais en tant Ah qu'acteur non, mais de. moi, je m'en réjouis. Hein. Moi, Voilà, exactement. Mais avec Mika, tu auras beaucoup plus de règles. En fait, tu auras les mêmes règles qui vont s'appliquer pour la publicité sur actifs numériques. Ce sera les mêmes règles que pour la publicité sur les instruments financiers. Ok. Et genre, la loi influenceur, elle vise à faire appliquer ces règles-là directement par l'influenceur. Moi, j'étais assez opposé à cette loi, enfin, à mon humble niveau, Oui, oui, bien tout sûr. le monde s'en fout évidemment, mais Ah j'étais non, assez non, 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 opposé. moi, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, encore une fois, le secteur crypto va être régulé par Mika dans pas très longtemps, en réalité, dans Oui, quelques oui. mois. Et Mika, en fait, va obliger les acteurs crypto, Oui, quand ils feront appel à un influenceur ou à n'importe quel média, oui, à faire respecter les règles. oui, En fait, ça va être contractuel. oui. Et d'ailleurs, on remarque bien, les influenceurs Bah, aujourd'hui, disclaimer quand même, un minimum, tu vois. tout un tas de règles, ouais. équilibre avec les risques, etc. Identification de la personne qui fournit le service. Enfin, Oui, ça paraît ahurissant, mais aujourd'hui, c'est pas le cas dans beaucoup d'opérations d'influence. Et surtout, genre, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, les influenceurs, certains font n'importe quoi avec de la crypto, mais il y a très peu d'influenceurs qui font n'importe quoi avec des instruments financiers. Parce que oui. les acteurs financiers régulés font la police eux-mêmes. Tu vois. Et moi, je trouve ça beaucoup Oui, oui. plus sain que ce soit les acteurs Oui, qui oui. fassent la police eux-mêmes plutôt qu'on vous demande aux influenceurs. Il y a 150 000 influenceurs en France. Je ne crois pas que les 150 000 influenceurs vont se mettre carré avec la réglementation financière. C'est Ah pas non, vrai. non, il y en a qui vont promouvoir du shitcoin. Ouais, bon, voilà. Enfin, on à le sait, tu gogo, vois. hein, ça, On le c'est- sait. Ok. Et ça non plus, ça n'aurait pas pu être puni dans un cadre commun? C'est-à-dire que si tu avais fait une promotion éhontée d'une arnaque, tu vas quand même pouvoir être poursuivi, Il y certainement. a, d'ailleurs, on remarque aujourd'hui que la DGCCRF, donc la répression des fraudes, alors même que la loi influenceur n'a pas été votée, la répression des fraudes, elle commence à sanctionner les influenceurs. Ça tombe. Tu Là, vois. il y a eu combien de. Il y a une dizaine. Et puis il y avait Nabila il y a quelques années. Enfin, il y avait déjà Nabila il y a quelques années Voilà. qui avait été sanctionné pour une promotion d'une crypto, je crois. Oui. Ouais, c'était un. Donc en fait, là, typiquement, mais cette loi, moi, c'est pour ça que je suis assez opposé, c'est que je pense que la DGCCRF aurait pu agir sans, mais on a eu besoin d'un message politique, Ok. voilà, etc. Enfin, tu connais le sujet, quoi. Bon, Alexandre, je m'adresse à toi. Donc là, on passe à la fiscalité. Écoute, est-ce que tu nous résumes dans les grandes lignes, donc les différents régimes d'imposition? Tu m'as dit qu'il y en avait un troisième, c'est un petit peu évolué entre la flat tax, BIC, BNC.
qu'est-ce que doit savoir un particulier ou une entreprise d'ailleurs, quelqu'un qui acquiert des cryptos et qui aurait vaincu le marché baissier, éventuellement Ouais. fait des... Oui, c'est sûr. Il faut déjà avoir fait des plus-values pour se poser la question. Ouais. Mais en tout cas, Quelles pour sont les les... questions concrètes, attends, Ouais. excuse-moi, quelles sont les questions concrètes que tu reçois et que tu aimerais mettre en avant? Ben, pour les particuliers, en fait, le premier sujet, c'est quel régime fiscal va s'appliquer à mon cash out, à ma session de crypto, quoi. Oui, Et cette question, elle s'est progressivement clarifiée. Au début, il n'y avait même pas de flat tax, c'est vrai. il n'y avait pas de texte spécifique. Ensuite, le législateur a créé un régime dédié aux actifs numériques qui prévoit plusieurs éléments intéressants. Déjà, un taux de 30% forfaitaire. On n'est plus sur un barème progressif euh, qui peut aller jusqu'à 45% avec les prélèvements, soit 60, plus de 60%. Donc, on a un taux forfaitaire et on a surtout quelque chose d'extrêmement notable et qui existe peu ailleurs, l'exonération des trades crypto-crypto. Aujourd'hui en Oui, France, quand on vend une crypto contre une autre, quand on fait des échanges, y compris contre des stablecoins, ce qui est oui, super oui, pratique, on ne génère pas d'imposition. oui. Et ça, c'est quand même une exception française. La plupart des pays à l'étranger ne fonctionnent pas comme ça. On vend une crypto, que ce soit en contrepartie d'un stablecoin, d'une autre crypto ou de fiat, on a de l'impôt. Donc ça, c'était plutôt positif. Mais il restait un problème, c'était la distinction entre un trader particulier Oui. qui gère son portefeuille privé d'un trader professionnel qui lui fait du trading de crypto vraiment son métier. Et la distinction, elle est super importante parce que dans un cas, on est sur le régime que je viens d'expliquer, Oui, c'est-à-dire flat 30% tax. forfaitaire. Voilà. Dans l'autre, on est au barème progressif, on doit tenir une comptabilité et globalement, on n'a plus d'exonération des trades crypto-crypto. Donc on peut monter à des taux qui peuvent être supérieurs à 60%. Donc la question, elle est fondamentale. Ce qui est positif, c'est que le législateur est intervenu il y a 1 an et demi pour clarifier la situation. Donc Ok, il a grosso modo, il a dit qu'on devait aligner la situation des traders de crypto sur celle des traders en bourse. ok. Euh, Quelles seraient qui- les grandes lignes ouais. même, parce que je crois que c'était au cas par cas, C'est au cas par cas, grosso modo, avant. mais de Ouais, l'expérience, de ton ouais. expérience parce que tu as accompagné des gens dans ces démarches, tu as observé des retours sans doute de l'administration. Qu'est-ce que tu en as retiré comme enseignement? Bah, grosso modo, que l'essentiel des gens qui achètent de la crypto pour investir leur épargne sont dans la flat tax. En Ok, fait, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question alors qu'ils ne devraient même pas se poser la question. ok. L'administration fiscale se pose beaucoup moins la question que des gens qui ont des cryptos. Moi je comprends, ils paniquent. Voilà, ils paniquent, c'est ça, alors que finalement le risque réel, il est assez faible. En fait, on Oui, voit très peu de redressement où l'administration se dit, je vais aller sur ce terrain pour te prendre le double de ce que tu as ouais. déjà payé. Donc ça, c'est un truc, franchement, un message à faire passer, c'est qu'il faut vraiment se détendre sur la question. Payer la flat tax et ça va Voilà, bien se passer. c'est ça. À moins vraiment d'avoir développé des bots de trading, d'être un expert en finance et vraiment d'avoir mis en œuvre des moyens assez sophistiqués pour gérer un portefeuille de crypto, ben, on paye 30% et généralement on est tranquille, quoi. Ok. Que se passe-t-il pour... Il y a peut-être des gens qui peuvent avoir fait preuve de négligence ou, tu vois, est-ce que c'est possible de rattraper des non-déclarations passées? Quand on n'a pas eu... admettons, je veux me mettre à jour maintenant. J'avais peut-être fait preuve de laxisme durant les années. Ça se rattrape, je suppose. Il est toujours préférable de régulariser une situation que de faire l'autruche, je suppose. Quel est le message? Ben, en fait, oui, en fait, ça dépend à quoi on le compare. C'est mieux de régulariser que de se prendre un contrôle et de se faire Oui, redresser. Après, c'est mieux de ne rien dire que de oui. régulariser et de ne pas se prendre de contrôle. Donc en Oui, fait, non, ça mais ça dépend c'est de... l'article 0 du Voilà, Code civil, voilà, pas vu, pas exactement, pris, exactement. que Donc tout ça le dépend monde connaît. de voilà, l'appréhension des risques de chacun. Nous, dans notre métier de conseil, on n'est pas là pour aider les gens à frauder, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire non plus. Ils font en fait ce qu'ils veulent. On est là pour les avertir en fait des risques qu'ils prennent s'ils font telle ou telle chose. Et surtout, quand ils veulent régulariser, on les accompagne avec plaisir. Et c'est très très bien vu par le fisc parce que ça reste des activités qui sont dures à contrôler aujourd'hui. Oui. Il y aura des textes qui vont faciliter l'échange d'informations Alors dans la justement, crypto. ça, je voulais que tu Ouais. rebondisses sur la communication avec les places de marché et l'administration. Je pense que dans le milieu bancaire, il y a déjà des échanges automatisés d'informations. Mm. On en est où dans les cryptos? Bah, on en est. En fait, le droit actuel prévoit rien. Aujourd'hui, la collecte d'informations par l'administration auprès de PSAN ou Oui, d'exchanges étrangers est vraiment artisanale. Donc,
on a des instruments qui existent, l'administration peut au cas par cas demander à un tel ou un tel des infos sur tel ou tel utilisateur, mais il n'y a pas de collecte massive d'informations. Ok. Ce qui va se passer, c'est qu'on va calquer le cadre sur ce qui existe en matière financière. En matière financière, on a un cadre, une convention avec plus d'une centaine de pays signataires qui permet un échange automatique d'informations Qui entre n'a les pas États. signé? Non, Ben, la liste est Bien sûr. disponible sur Internet, mais oui. Mais il y a quand même tous les pays de l'OCDE dedans. Après, bon, on trouve toujours des juridictions non coopératives. Et d'ailleurs, elles sont un peu mises à l'écart progressivement par les régimes juridiques. Mais grosso modo, ce qui va se passer dans le calendrier, c'est 2026. Normalement, si ça avance correctement, en 2026, toutes les plateformes d'échange qui seront dans ces juridictions devront chaque année communiquer à leur autorité de tutelle l'identité de tous leurs utilisateurs, la totalité des transactions que ces utilisateurs ont réalisées, donc des dépôts, des trades, des échanges, vraiment toutes les opérations. Et ces opérations seront dispatchées aux différentes autorités concernées. Donc si moi je suis un utilisateur français d'une plateforme américaine, eh ben, l'autorité américaine va transmettre à l'autorité française le fait que j'ai ouvert un compte là-bas et que j'ai déposé tant de De bitcoins. façon rétroactive aussi, il y aurait, Non, a priori, ce ne sera pas rétroactif, heureusement. ok. Ouais, on est tranquille. Bon, très bien. Mais c'est très intéressant, donc je te remercie. Le dernier mot rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes. Donc vous avez aussi un volet contentieux. Est-ce qu'il y a eu un peu d'activité avec le drame FTX? Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous nous feriez un point? Où en est-on? Que faut-il savoir sur cette affaire? Bah, sur FTX, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure des gens qui ont perdu de l'argent sur FTX. Et en fait, Oui. aujourd'hui, il y a un point important. Et nous, d'ailleurs, c'est pour ça que notre cabinet, on était évidemment totalement informés de ce qui s'est passé sur FTX le jour J. Vous avez perdu aussi de l'argent? C'est confidentiel, mais peut-être. Ce qui nous rend d'autant Ok. plus motivés. Non, je rigole. Non, mais c'est qu'en fait, FTX n'avait pas de lien avec la France. Oui. Donc en fait, un avocat, des avocats français comme nous, on ne pouvait pas raisonnablement conseiller à nos clients de porter plainte en France parce qu'en fait c'était un peu vain et Ok. donc c'est pour ça qu'on ne le conseillait pas. En revanche, on suit la procédure. La plupart des gens ont des montants qui ne sont pas suffisants et donc du coup ils sont dans la procédure de recouvrement qui est du coup le fameux Chapter 11 qui Oui. est quelque chose qui malheureusement peut prendre des années hein. J'en sais Ça quelque peut chose, prendre, hein. ça peut prendre peut-être même 10 ans, Oui. a priori. Et là-dessus, il n'y a honnêtement pas grand-chose à faire, à part suivre. Ok. J'imagine que tu reçois les mails Oui, je des reçois, cabinets je américains, crois. etc. Et tout. Je crois qu'en ce moment, il faut remplir justement des formulaires. Alors, je ne sais plus lesquels exactement, mais Exactement. il y a quelques Il y a des procédures à formulaires, faire. quelques démarches. Après, ça ne nécessite pas généralement l'assistance, honnêtement, Oui. d'un avocat, sauf dans certains cas particuliers. Si vous êtes une entreprise et que vous avez notamment perdu des fonds de vos propres clients, si vous avez des montants importants, enfin voilà, il y a des cas de figure un peu particuliers, mais pour la plupart des gens, malheureusement, il n'y a rien à faire. Attendre que la procédure de liquidation se termine et on verra ce qui reste. On verra ce qui reste. Est-ce que les liquidateurs arrivent eux-mêmes à récupérer, quoi. Bon, ben, écoute, merci pour ces conseils de bon sens. Ben, je vous remercie tous les deux. Donc, écoute, vous m'avez rassuré quelque part, inquiété à d'autres moments. Enfin, mais en tout cas, voilà, moi, je suis toujours content d'être accompagné dans mes démarches juridiques face aux crypto-monnaies. Et voilà, et vous faites partie des gens de l'écosystème qui font ça depuis longtemps. Donc, Merci Benoît. Merci. Merci.